Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde qui va traiter du sujet du rôle que peuvent jouer les institutions financières pour accompagner la décarbonation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir pour cette table ronde 3 institutions financières majeures du paysage, avec le groupe Crédit Agricole qui est représenté par Élise Biard, donc, qui est à la direction de l'engagement sociétal et également en charge de la stratégie climat. Bonjour. Bonjour. On a également pour Capgemini Aurélie Lustenberger qui est donc senior director, et enfin Johanna Vincent Leit pour BPI France qui est chargée d'investissement senior chez Large Ventures. Donc comme je l'ai dit, on a donc 3 institutions qui représentent 3 pans en fait du paysage financier français. Et donc j'aimerais, puisqu'on va étudier un sujet qui est assez vaste et on n'aura que 30 minutes, j'aimerais pour commencer avoir la vision qu'ont chacune de vos entreprises pour savoir comment est-ce que vous faites concrètement pour accompagner à la fois vos clients et vous-même vers cet objectif de décarbonation, en commençant peut-être par le groupe Crédit Agricole. Élise. Volontiers. Nous, côté Crédit Agricole, effectivement, ces sujets-là sont inscrits dans notre politique, que l'on a renforcé d'ailleurs avec l'annonce de notre projet de groupe et le projet sociétal, qui est au cœur de nos réflexions. C'est porté aussi par notre raison d'être, dans laquelle on agit chaque jour dans l'intérêt des clients et de la société. Donc maintenant, c'est savoir comment est-ce qu'on agit, donc savoir où est-ce qu'on doit agir. Et pour une banque comme le Crédit Agricole, les émissions, c'est essentiellement, d'ailleurs à 99%, lié à nos émissions et aux activités que l'on finance avec nos clients. Et donc du coup, c'est tout ce qui est autour des financements et des investissements. Donc c'est là qu'on doit faire quelque chose. Pour ça, on a mis en place des méthodologies qui sont robustes, qui se sont appuyées sur les alliances de place, que ce soit les NBA, les méthodologies PICAF, etc., sur lesquelles on a pu identifier que chez nous, on a 10 secteurs qui sont particulièrement matérialisés pour pouvoir agir. Et donc du coup, ces 10 secteurs, ce sont à la fois les plus émissifs, ils correspondent à 75% des GES au niveau mondial, je veux dire, et ça représente une grande partie de nos encours également. Donc on sait que c'est à ce niveau-là qu'on doit agir. On a du coup annoncé déjà l'année dernière sur 5 secteurs la façon dont on allait opérer. On a sorti un livre blanc qui détaille en fait finalement toutes les méthodologies qu'on a pu mettre en place pour pouvoir atteindre nos objectifs de décarbonation. Et par exemple, ça se matérialise en quoi? Ça se matérialise sur l'oil and gas. On a des enjeux de réduction de 30%. Sur l'électricité, 58%. Sur l'auto, 50%. Donc ce sont des annonces qui sont assez fortes, qui ont été aussi saluées par nos pairs l'année dernière et que l'on continue progressivement cette année et qu'on continuera aussi à l'avenir. Donc c'est dans une démarche qui est très progressive et qui vise à accompagner, qui vise à engager tout le groupe et aussi du coup à accompagner nos clients, parce qu'une fois que l'on a dit ça, il faut que ça se matérialise auprès de nos clients. Et ça se matérialise comment? Ça se matérialise avec notre relation que l'on peut avoir et des services, des offres que l'on peut leur proposer. On peut y avoir, je vais citer le plus classique comme par exemple l'éco-PTZ, donc des offres qui sont très réglementées, mais aussi des accompagnements de bout en bout avec des démarches qui sont prégnantes autour de la transition énergétique, comme ce que l'on peut faire autour du hub transition énergie auprès de nos entreprises et nos clients professionnels, par exemple. Donc des actions concrètes pour avancer rapidement. Si on passe ensuite à Capgemini, Aurélie, comment est-ce qu'on fait pour, quand on est Capgemini, pour aider à la fois les financeurs et les clients à se transformer pour aller vers cet objectif de décarbonation? Oui, effectivement, en fait, le groupe Capgemini n'est pas une institution financière, je tiens à le préciser. On est vraiment un cabinet d'accompagnement, enfin de conseil notamment, et on accompagne nos clients financiers et non financiers dans leur transformation, mais le groupe Capgemini lui-même aujourd'hui a sa propre trajectoire net zéro. Donc on a un engagement d'être net zéro à 2030 et on a aussi un engagement fort d'aider nos clients à se décarboner. En leur évitant, en réduisant leur émission de l'équivalent de 10 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc on a vraiment un engagement très fort et pour ça on agit sur 3 leviers. On accompagne les institutions financières mais aussi d'autres entreprises et on agit au niveau de 3 leviers. Le premier, ça va être vraiment aider à designer et implémenter les plans de transition pour nos clients. Le deuxième, donc ça va être plutôt pour moyen terme.
Le deuxième levier, ça va être vraiment de les accompagner dans une projection long terme sur leur business model, avec des modèles de prédiction pour avoir des business models vraiment plus durables et soutenables à horizon 30-50 ans. Et le dernier, on va vraiment les aider à mettre en place tout ce qui va être outils de calcul, de mesure, avec comment mieux exploiter, collecter, exploiter la donnée. Et on y reviendra, c'est un sujet extrêmement clé, surtout pour les institutions financières aujourd'hui. Et donc on clôt cette première question avec la BPI, la Banque publique d'investissement. Oui, alors on a lancé il y a quelques années le plan climat de BPI France, qui est le plan numéro 1 stratégique de BPI France, qui vise à placer et à se positionner sur la place publique comme la banque du climat. Donc c'est une ambition très très forte de la part de notre groupe, qui concerne toutes les activités. Donc si on résume, il y a 3 activités principales chez BPI France, que sont le financement, l'investissement et l'accompagnement. Donc on rassemble ces 2 acteurs à ma gauche. Et ce plan stratégique va infuser sur toutes nos activités, dans toutes nos équipes, et repose sur 3 piliers. Donc le premier pilier, ça va être la transition interne de BPI France dans ses opérations et son fonctionnement. Et donc ça va concerner les 49 implantations qu'on a sur le territoire français, et cela vise à placer BPI France comme un acteur exemplaire en termes de RSE et d'impact, et de minimiser son impact environnemental dans ses opérations. Le deuxième pilier qui est majeur, et comme pour le crédit agricole qui représente la plus grande part de notre bilan carbone, ça va être accompagner nos clients, financés ou investis, dans leur transition environnementale. Et donc on va mettre en place des offres spécifiques avec des prêts verts par exemple et d'autres types de solutions financières, afin d'aider ces entreprises à mettre en œuvre des projets de transition environnementale. Et le dernier levier, qui est celui sur lequel je travaille le plus, consiste à financer les solutions qu'on appelle Green Tech. Et donc là, qu'est-ce que c'est ? C'est des solutions à destination des entreprises ou des particuliers pour mettre en marche et en œuvre cette transition, que ce soit via des nouveaux services ou des nouvelles technologies. Et pour vous donner un chiffre de ce qui a pu être mis en place et financé en termes de climat, donc conjointement avec la Banque des Territoires, qui est notre sparring partner et acolyte de toujours, sur ces sujets-là, on a financé à hauteur de 48 milliards sur les 5 dernières années des projets en faveur de l'environnement. Donc on peut voir que que ce soit le groupe Crédit Agricole, la BPI ou Capgemini, on a non seulement des plans d'action, mais également des actes concrets qui sont déjà mis en œuvre. Aurélie, vous avez mentionné il y a quelques instants le rôle de la donnée. Et effectivement, je pense que ce serait intéressant qu'on revienne là-dessus, puisque quand on parle de décarbonation, et notamment dans vos secteurs, on est obligé de parler à un moment de données, et notamment les données extra-financières, qui sont au cœur des enjeux de décarbonation aujourd'hui, et qui est un sujet qui est, il faut le dire, relativement nouveau pour beaucoup d'entreprises, notamment les TPE, PME, qui sont quand même une grande partie du tissu économique français. Je commencerai peut-être par là, comment est-ce qu'on collecte tout simplement ces données, puisque c'est par là que ça commence. Comment est-ce qu'on les exploite, notamment avec la question du RGPD qui vient complexifier les choses? Effectivement, comme on disait, l'accès, la collecte, la standardisation et l'exploitation de la donnée, et je rajouterai aussi l'échange de la donnée, j'y reviendrai, est extrêmement clé aujourd'hui. Et les banques, par leur rôle central, et les institutions financières, par leur place centrale, par l'accès à la donnée de leurs clients, mais aussi à des données publiques et des données de coalition, comme on en parlait tout à l'heure, ont vraiment un rôle central et peuvent être un élément incitateur, voire prescripteur, pour engager leurs clients sur le chemin d'un développement plus soutenable et durable. Un des enjeux, effectivement, ça va être vraiment d'abord comment accéder à des données fiables. Aujourd'hui, on lutte, tout le monde lutte, et nous, quand on accompagne nos clients, que ce soit des entreprises ou des institutions financières, ça va être comment j'accède aux données sur les émissions carbone, sur l'eau, sur la biodiversité, parce qu'on ne parle pas que d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc on a un vrai enjeu sur l'intégralité des données pour être sûr de la complétude des données. On va avoir des enjeux sur la qualité de la donnée. Donc tout ça, ça va passer par des mécanismes de plateformes de données, de mise en place de plateformes de données,
voire des plateformes de données collaboratives. J'insiste vraiment sur ça, je pense que c'est une des convictions fortes. Historiquement, les banques notamment avaient des plateformes de données et bon, elles sont toujours extrêmement sécurisées, mais c'était vraiment des données qu'on échangeait en interne des banques. Et aujourd'hui, les enjeux de développement durable vont demander de la collaboration en fait sur les données. Des clients vers les banques, des banques vers les régulateurs, des banques vers les standards, des clients vers les standards de place. Donc on a vraiment ce besoin d'avoir ce système collaboratif de données et plus que des solutions, enfin entre guillemets, des solutions technologiques internes très puissantes au demeurant. Sur les banques sont très développées sur ça. Voilà, on a besoin de ça. Et le dernier point que je rajouterais, ça va être l'exploitation. Aujourd'hui, des cas extrêmement concrets pour aider les clients côté TPE, PME, mais aussi grands groupes, qui passent par vraiment une exploitation, une collaboration autour de la donnée. Ça va être par exemple l'utilisation des données de géolocalisation pour aider à l'implantation d'entrepôts, d'usines, de commerces dans des zones qui soient, par exemple, déjà bien desservies en transport décarboné, qui aient des sources d'énergie renouvelables. Donc on va utiliser la donnée pour aider à l'installation, par exemple, des entreprises. On va utiliser la donnée aussi pour prévoir l'occurrence et la sévérité des risques climatiques. Quand on veut s'installer, on exploite du bois et qu'on veut s'installer dans une zone, ces derniers temps, il ne fallait pas vraiment être du côté du Canada, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a ce risque qui est de plus en plus prégnant, qu'on doit anticiper parce que les événements sont de plus en plus dramatiques et de plus en plus sévères et de plus en plus avec des occurrences élevées. Et où le dernier point, par exemple, on parlait de modélisation. Aujourd'hui, on produit d'une façon, les clients produisent d'une façon, les clients des banques demandent des investissements pour un business model tel qu'il est aujourd'hui. Dans 20 ans, dans 30 ans, ce business model va devoir changer. Donc on va utiliser la donnée pour faire des modèles prédictifs en utilisant des modèles type des modèles du GIEC ou les modèles économiques des banques centrales pour vraiment avoir ces modèles intégrés qui prennent en compte les contraintes, les risques climatiques, mais aussi maintenant les limites planétaires. On parle vraiment de ça et aujourd'hui, sans l'accès à la donnée, tout ça est quasiment impossible en fait. On le voit, c'est un sujet qui est très vaste. Élise, au sein du groupe Crédit Agricole, est-ce que ces défis-là autour de la donnée, c'est des défis que vous rencontrez dans votre objectif de décarbonation? Oui, tout à fait, ce sont des défis majeurs. Pour reboucler même, en plus, avec l'exemple que vous citiez tout à l'heure, TPE-PME, là où c'est très complexe, c'est qu'aujourd'hui, cette population qui effectivement représente une grande partie finalement des clients et du commerce local, en tout cas national, c'est des clientèles qui sont très hétérogènes, qui sont très singulières, dont les préoccupations majeures ne sont pas du tout celles-là. Donc quand on veut les accompagner, eux, ce qui les importe, c'est surtout aussi comment je peux gagner des gains d'efficacité énergétique parce que les coûts derrière sont très vastes. Donc finalement, pour accompagner ces clientèles-là, il faut prendre l'accès et l'axe par une démarche de bout en bout qui permet de comprendre déjà leurs problématiques, les problématiques qu'elles rencontrent et ensuite d'aller accentuer ces thématiques-là autour d'enjeux de la mobilité, de l'autoconsommation, de l'efficacité énergétique par exemple. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on peut aller aussi creuser la donnée. Et aller chercher la donnée auprès de nos clients, c'est un enjeu qui est clé pour nous, le groupe Crédit Agricole notamment, parce qu'on est dans cette logique effectivement d'amélioration de la data, de l'amélioration de la qualité de la data, parce que sans la data, finalement, on ne peut pas ni accompagner nos clients dans leur trajectoire de décarbonation, ni accompagner dans le fait d'intégrer des critères de performance extra-financière dans nos financements auprès de nos clients. Également dans tout ce qui est prégnant chez nous actuellement et qui nous prend un travail assez monstrueux autour de du pilotage de notre trajectoire de décarbonation. Et là, je rejoins Aurélie quand elle disait qu'on s'appuie sur des données qui sont à la fois internes, donc dans le groupe, toutes les données qu'on peut recollecter, mais à la fois aussi la puissance des données externes avec des bases type les bases ADEME qui nous aident énormément, notamment dans la définition de ces trajectoires-là. Et puis après, je te rejoins aussi également, c'est tout ce qui est autour des données qui sont indispensables aujourd'hui quand on veut rendre compte aux exigences réglementaires et à la publication de chiffres dont on a en tout cas le besoin de rendre compte. Et donc du coup tout ça s'organise autour de quoi? Autour de nos démarches clients, autour de nos processus internes. On le voit également dans tout ce qui est fonctionnalité et tuyau IT, et ça se répercute aussi également dans tout ce qui est modélisation financière.
Et alors, pour finir, Johanna, est-ce que, voilà, tous les thèmes qu'on a abordés, quand on s'appelle la Banque publique d'investissement, est-ce que, quel rôle la donnée vient jouer dans cet immense défi de la décarbonation ? Alors pour nous, il est assez crucial, et je dis pour nous, mais comme tout le monde qui s'intéresse au sujet de l'environnement, parce qu'en fait, le sujet de la donnée, c'est d'abord faire un état des lieux de la situation d'une entreprise et de sa maturité d'un point de vue environnemental. Et je vois pas, et on voit pas comment on peut établir des trajectoires ou évoluer si on n'a pas un point de départ. Donc le bilan et l'étape numéro 1 pour nous, c'est d'établir un état des lieux et de comprendre où en est l'entreprise, quels sont ses enjeux, et pour ça la donnée est cruciale. Et donc on parle souvent de la donnée, et je trouve ça intéressant qu'Aurélie dit, parle de données certes entreprises, mais aussi hors entreprise et plutôt macro, parce qu'on parle souvent de la donnée comme une exigence de reporting, qui est le calvaire de tous nos clients, mais nous aussi qui est notre calvaire, hein, mais qui est pour autant crucial. Et notre enjeu, c'est d'optimiser la gestion de cette donnée. Et notre chance, c'est qu'on a de plus en plus d'outils pour mieux la gérer et de puissance de calcul qui nous permettent d'optimiser l'exploitation de cette donnée. Et donc, cette donnée est certes cruciale pour les donneurs d'ordre, pour les gouvernements, pour les financeurs, pour les acheteurs, mais pour moi, elle est surtout cruciale pour les entreprises elles-mêmes. Parce que si on ne connaît pas son niveau d'avancement et de risque quant aux enjeux climatiques, eh ben, c'est un risque très fort. Donc elle est cruciale pour les entreprises, et c'est pour ça qu'on s'attelle avec force et conviction à ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de maturité climatique, qui est une méthodologie assez pragmatique et rapide pour évaluer la maturité climatique de nos clients. Et donc pour cela, les équipes en charge du financement font des entretiens dédiés sur ces sujets-là avec nos entreprises, et en vue de mieux comprendre leur maturité et qu'elles-mêmes se posent les bonnes questions et qu'on puisse avancer sur le sujet. Parfait. Alors pour la troisième question, j'aimerais me projeter un petit peu plus dans le futur. C'est le cas pour vos trois entreprises, et c'est le cas pour la plupart des acteurs de ce forum. Voilà, il y a des objectifs 2030, 2050. Donc si on reste sur ce sujet de la donnée, est-ce que vous pensez toutes les trois qu'il faut s'attendre à une importance croissante en fait, de ces données extra-financières, notamment dans les obligations de reporting, vous l'avez mentionné, Johanna. Est-ce qu'on va, en fait, pour être très concret, vers une obligation de résultats environnementaux chiffrés et non plus simplement d'annonce de plans d'action? Je pense notamment au niveau européen. On a une volonté affichée d'atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui amène en fait une obligation de résultat. Donc voilà, quel rôle vont jouer ces données dans les années à venir, selon vous? Peut-être Johanna pour commencer. Oui, alors effectivement l'enjeu réglementaire est crucial, et moi et beaucoup d'autres font souvent le parallèle avec la comptabilité. Donc comme ça a été le cas dans la comptabilité, on a eu besoin de normes et de définitions communes de manière à pouvoir évaluer de manière un minimum objective ces données-là. Et donc là, on est en plein dedans, notamment grâce au travail de la Commission européenne qui travaille sur la taxonomie, sur la CSRD et d'autres corpus réglementaires qui touchent les entreprises, les fonds et toutes les parties prenantes, et qui est pour moi l'étape numéro 1 pour qu'on puisse avoir une lecture commune de ces données-là et avoir des données robustes. Donc voilà pour l'étape 1. Donc on en est encore à ce cadre de définition, et si on se met un peu dans une visée prospective de qu'est-ce que ça va donner, pour moi les étapes à suivre seront l'appropriation de ce corpus réglementaire qui n'est pas forcément simple, par les entreprises, par les financeurs et par toutes les personnes qui vont être sur le terrain, si je puis dire. Donc là, ça va passer par des enjeux de formation majeurs, il me semble. Et en étape 3, ça va plutôt être les sujets d'outillage des professionnels, de manière à récolter ces données de la manière la moins chronophage possible. Et donc, c'est le parallèle qu'on peut faire, c'est aussi avec les outils de CRM qui vont permettre d'analyser les opérations d'une entreprise et ces chiffres de manière simplifiée et de manière automatisée. Et ça, ce qui est notre chance aussi, c'est qu'en Europe et en France, on est très en avance sur tout ce qui est outils d'analyse de ces données, que ce soit
par des pure players, donc des solutions technologiques qui vont développer par exemple des solutions de comptabilité carbone et qui vont faire que ça et qui peuvent être plus ou moins axés par vertical ou généraliste. On va avoir des acteurs aussi plus généralistes de la tech de type des grands CRM ou des grandes compagnies qu'on connaît bien qui développent des modules dédiés à l'environnement, et ils ont raison. Et on a aussi des acteurs comme Capgemini qui, eux, vont apporter ou des solutions sur étagère ou des activités de conseil qui sont plus dédiées. Et donc ces outils-là vont nous permettre de récolter ces données dans le but de les utiliser de la manière la plus pratique possible et en vue d'atteindre des trajectoires bas carbone et de les réaliser. Alors, justement, vous avez mentionné ce besoin d'accompagner les entreprises dans l'évolution, voilà, notamment des normes, des obligations. Aurélie, comment est-ce qu'une entreprise comme Capgemini va accompagner, quel est le rôle en fait d'une entreprise comme Capgemini pour accompagner ses clients vers voilà, ce qui nous attend dans le futur? Effectivement, donc on en parlait, on va accompagner des clients comme Crédit Agricole ou même BPI sur leur plan de transition et sur leur modélisation. Aujourd'hui, on parlait aussi de l'importance des données extra-financières. Nous, on est au cœur de ça puisqu'on on aide beaucoup de clients, donc on voit tous les problèmes que rencontrent les clients et les clients de nos clients pour les banques ou tous les fournisseurs, par exemple, notamment pour calculer le scope 3. Aujourd'hui, on a la chance, mais pour certains, effectivement, ça va être plus une contrainte avec la nouvelle directive CSRD, où déjà le nombre de données, on va appeler ça des indicateurs, est multiplié par 4 par rapport à la précédente directive NFRD, et le nombre d'entreprises devant reporter avec une obligation réglementaire va passer de 10 000 à 50 000. Donc c'est une explosion des données qui vont être publiquement utilisables et disponibles. Donc pour des banques, pour des financeurs ou comme une entreprise comme Capgemini, ça va être vraiment une manne, on va dire, pour aider nos clients à se transformer et avoir accès à cette donnée. Mais il y a aussi toutes les données qui viennent des standards internationaux ou locaux qui font que cette donnée va être encore complétée par rapport à la seule directive européenne. Et l'importance aussi, je voulais y revenir, c'est la mise en place de systèmes collaboratifs ouverts. Sous l'égide de l'ONU et avec notamment sponsorisé par Bloomberg, on va avoir la mise en place de la Net Zero Data Public Utility, NZDPU, où en fait toutes les données d'un grand standard dont je ne citerai pas le nom, mais qui a en 3 lettres, qui vont être publiquement accessibles. Et ça, c'est un pas encore vers pouvoir utiliser ces données, non seulement pour une analyse au niveau de l'entreprise, mais surtout pour des analyses comparatives, avec des échelles qui sont comparables, et des données qu'on va pouvoir, ou dont on est sûr que le calcul a été fait selon une certaine méthodologie et qu'on va pouvoir comparer. Et ça, c'est vraiment clé pour estimer les plans de transition de nos clients, mais pour s'assurer aussi que globalement, on atteint cette transition, puisque la transition écologique et la transition durable, c'est une transition écosystémique. Tous les acteurs de la chaîne doivent procéder dans le même sens. Et pour revenir sur la carotte ou le bâton, en fait, une de mes convictions, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on peut espérer que ça va être la carotte. On va aller vers le mieux disant, on va aller vers ceux qui font le mieux en termes de plan de transition. Bon, on peut ne pas trop y croire et se dire que le bâton, à un moment donné, va être indispensable, malheureusement. Je préférerais l'option numéro 1. Et donc, ça veut dire que les institutions internationales, les gouvernements vont devoir inciter ou dissuader, d'une manière ou d'une autre, pour accompagner cette transition. Et notamment pour les banques, aujourd'hui on a un risk-weighted asset. Demain on pourrait très bien penser à des pénalités et se dire on aura un climate-weighted asset, un biodiversity-weighted asset ou un ESG-weighted asset, où il y aurait vraiment une incitation des banques pour tourner leur financement vers des financements plus durables. On n'en est pas de là, on pourrait imaginer ça. En tout cas, on voit que le rôle des institutions en Europe ou des gouvernements va aussi être clé pour ne pas compter que sur la bonne volonté de certains organismes et certaines institutions comme le Crédit Agricole ou BPI France, mais aussi pour avoir des mesures incitatives
ou dissuasive à travers des pénalités notamment. On pourrait imaginer dans un avenir proche si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs en Europe. Bien sûr. On parle des banques, donnons-leur la parole. Élise, sur tout ce qui vient être dit, il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés. Quel est le point de vue du groupe Crédit Agricole donc sur toutes ces idées, sur le futur de la décarbonation dans les années à venir? Je rejoins effectivement ce qui a été dit par mes deux collègues. On a déjà un départ lancé autour de la donnée parce qu'effectivement, comme c'est souligné, c'est déjà dans les enjeux réglementaires autour de la taxonomie, du pilier 3, de la CSRD et donc du coup de la nouvelle DPEF avec des nouvelles publications qui vont être nécessaires. Donc on est déjà en départ lancé autour de ça. On voit que de toute façon, si on veut s'annoncer et s'avancer au niveau des engagements que l'on prend, il est nécessaire de reporter. Aujourd'hui, quand on regarde effectivement les datas sur lesquelles on se repose, on a un score de qualité qui est assez bas finalement. Et donc si on veut pouvoir avancer et aller vraiment dans la décarbonation qui soit effective, il va falloir pouvoir aussi améliorer cette qualité de données. Donc finalement, c'est un peu le sens de l'histoire. Et c'est finalement quelque chose qui est nécessaire, qui entre guillemets est souhaitable parce que rendre compte, c'est piloter. Piloter, ça nécessite de la data. Et c'est à ce moment-là où on peut aussi voir qu'en manipulant la data, ça incite aussi à l'engagement et à la transformation des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est nécessaire pour qu'on aille dans un environnement futur qui soit quand même plus favorable au climat notamment. Alors, justement, peut-être une question d'ouverture en 1 minute pour conclure. Qu'est-ce que toutes ces résolutions, il y en a plusieurs qui ont été nommées, et voilà cet élan qu'on sent, qu'est-ce que ça dit de l'ambition globale qu'il y a en matière de décarbonation pour vous? Est-ce que cette ambition, elle est suffisante? Voilà, vers où est-ce que vous pensez qu'on en fait assez et qu'on peut raisonnablement espérer atteindre cet objectif de zéro carbone qui est un des 3 zéros de ce forum? Il faut en faire beaucoup, beaucoup plus. On est déjà en départ lancé, mais il faut vraiment accentuer les choses. Et comme soulignait Aurélie, c'est tout un écosystème qu'il faut démarrer et qu'il faut lancer en parallèle. Si je reprends rien que l'exemple de l'immobilier, notamment la décarbonation du secteur immobilier, l'idée, c'est pas uniquement les clients qui achètent des biens qui sont peu émissifs. C'est aussi tout le secteur du bâtiment qui doit s'engager. C'est les banques qui doivent pouvoir aussi financer ces clients-là et aussi ce secteur du bâtiment. C'est le gouvernement qui doit aussi mettre en place les aides qui vont être indispensables pour que les clients puissent aussi accéder à cette rénovation. Donc c'est tout l'écosystème qui doit s'engager fortement si on veut atteindre ce zéro carbone. Effectivement, on aimerait dire qu'aujourd'hui on est sur la bonne voie, mais malheureusement tous les événements récents nous le rappellent et les différents rapports du GIEC nous le rappellent aussi. Il faut absolument accélérer. Aujourd'hui, les solutions existent. On a des acteurs extrêmement engagés, encore une fois. Mais il y a eu notamment hier à l'université, chez l'université du... Bref, on passera. Pardon, je ne veux pas citer de nom. Il y a des grandes entreprises dont le métier, c'est pas le développement durable et c'est pas la transition, c'est l'opposé. Donc on a des acteurs aujourd'hui dont le métier, encore une fois, ne peut pas être compatible avec le zéro carbone. Donc ça veut dire que même si les solutions existent, même si on est sur la bonne voie et qu'on a des acteurs extrêmement volontaires, le modèle aujourd'hui dans lequel on évolue et aussi tous les événements externes, quand on perd des puits de carbone, comme ça a été le cas en Grèce ou au Canada cet été encore une fois, c'est pas que la pollution émise, c'est aussi la non-réduction parce qu'il y a des événements externes qui font qu'on ne va pas pouvoir absorber l'excédent de carbone. Donc mon côté optimiste dirait les solutions existent et on n'a jamais autant parlé de développement durable. Quand je faisais mes études, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais quand même, on parlait quasiment pas de ça. Oui, on avait le rapport Meadows, oui. Aujourd'hui, tous les jours, il n'y a pas une journée où on n'entend pas sur une radio, sur une télé, dans un journal, que la maison brûle et en plus on jette de l'huile sur le feu. On ne regarde même plus ailleurs, on jette de l'huile sur le feu. Mais soyons optimistes, le mouvement est là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience de ça et donc oui, les solutions existent, il faut y arriver, mais je suis d'accord, il faut accélérer.
Et Johanna pour le mot de la fin. Oui, alors je vais essayer d'être un poil plus optimiste, mais je suis d'accord, l'enjeu d'accélération, il est crucial et il est majeur à mesure que le réchauffement climatique et que les désordres climatiques s'accélèrent également. Nous, on n'accélère pas du tout assez. Donc ça, on est tous toutes d'accord et tous et toutes d'accord. Le côté, je pense, qui est un petit peu positif et qui a changé, qui a basculé assez récemment, parce que moi, j'ai terminé mes études en 2018 et en école de commerce en 2018, on n'avait pas un mot sur l'environnement. C'était pas il y a 10 ans, hein. Genre, donc c'était assez fou. En école d'ingénieur, c'était différent. Bon, en tout cas, les écoles que j'ai faites. Mais donc voilà, donc assez récemment, je pense qu'il y a eu un basculement dans les mentalités et qui est très simple à comprendre. En fait, c'est parce qu'il y a un alignement des enjeux et des pressions, que ce soit de la part des donneurs d'ordre, de la part des collaborateurs, de la part des clients, de la part des réglementaires, et tout le monde est d'accord pour dire il y a un enjeu et les entreprises sont les acteurs les mieux positionnés, en tout cas parmi les acteurs les plus impactants et les mieux positionnés pour œuvrer. Et donc en fait, de ne pas prendre en considération ces enjeux climatiques, pour une entreprise même très rationnelle et selon un modèle purement économique, c'est pas rationnel en fait de ne pas prendre en compte ces risques-là. Et du coup, je pense que va avoir une accélération de la part du secteur privé, qui bien sûr est accompagné et soutenu et renforcé par le secteur public, mais qui permettra d'avancer. Parfait, merci à toutes les trois d'avoir échangé durant cette table ronde. On le voit, le défi est immense. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses à faire. On l'a vu, la donnée va jouer un rôle très important, mais même si le défi est immense, les actions existent. Voilà, on l'a vu, que ce soit la BPI, Capgemini ou le groupe Crédit Agricole, il y a déjà des actions qui sont mises en place, qui seront mises en place dans le futur. Donc voilà, même s'il y a du travail, l'espoir existe. Voilà, merci d'avoir suivi cette conférence et à très bientôt. Merci. Merci.